Alors Soprano, première question, je pense que tu t'es trompé, il fallait pas faire du rap, il fallait se lancer dans les produits de beauté. Comment ça se fait Pourquoi que plus l'âge avance, plus tu rajeunis? C'est mon côté button, je crois. Il faut lancer une cure Soprano. Oh là là, c'est ce que ma mère elle me dit à chaque fois parce qu'elle voit mes petits frères devenir plus vieux que moi. Donc à chaque fois sur scène, on rigole avec ça, mais parce qu'en fait, je rigole tout le temps, en fait, tout simplement. Je fais que rire avec mes amis, j'essaye. Et je pense que c'est la meilleure crème Nivea sur la peau pour rester jeune. Tu as vu le pot bleu là qu'on prenait quand on était petit? Ben voilà, pareil. Très bien. La réédition de l'album Phoenix, du Phoenix aux étoiles, est disponible avec 8 nouveaux titres. Le 6e album, Phoenix, s'est écoulé à 400 000 exemplaires. 400 000 exemplaires alors que Soprano, il n'est pas dans les histoires, il n'est pas dans les bagarres, il n'est pas dans les octogones, il est dans aucune... Ah non, si tu me vois, si je suis dans l'octogone, ça va pas durer 3 secondes. Ouais. Il est dans les radios, il est sur scène, tout le temps, et on écoute un morceau de Soprano qui s'appelle « À nos héros du quotidien », qu'on aime énormément chez Click. On a tous un jour eu ce moment de magie, croisé ce héros, malgré lui, qui veut sauver une vie, un mot, un sourire, une histoire, et l'espoir fleurit. C'était qui, Soprano, dans votre enfance? Aujourd'hui, tout va bien. Le premier héros ou la première héroïne du quotidien dont tu te souviens dans l'enfance? Mon héros du quotidien, c'est celui qui m'a appris, mon prof de madrasa. Nous, on appelle ça un fundi chez les Comoriens. C'est lui qui m'a appris la religion, qui m'a appris à lire, qui m'a appris à me comporter, qui m'a appris à avoir une vision beaucoup plus ouverte que ce que les gens pourraient croire de la religion musulmane, qui m'a appris à aimer les gens, qui m'a appris à respecter mes enfants, mes parents, mes enfants, ma famille, ma femme. C'est lui qui m'a un peu aidé. Et depuis tout le temps, chaque fois, je dis que c'est lui mon héros qui a mis un peu une lumière sur un chemin que je ne voyais pas. Est-ce que la discipline, c'est une partie importante dans le quotidien de Soprano? Oui. Bon, aujourd'hui, Parce qu'à la madrasa, on apprend la discipline. On apprend la discipline, on apprend beaucoup de discipline, on apprend beaucoup aussi... Ce que j'aimais bien, pourquoi c'était mon héros, c'est que il y avait des fois, il y avait d'autres profs qui étaient peut-être avec d'autres élèves, ils t'apprenaient les choses comme des robots. Tu vois, comme à l'école, où apprends l'alphabet A, B, C, D, comme si c'était une chanson. Lui, il aimait bien qu'on apprenne le fond de ce qu'on est en train de faire. Et c'est vrai que lui nous a disciplinés pour apprendre le fond, comprendre pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu penses de cette manière-là, pourquoi tu vas de ce côté-là, pourquoi tu dois aimer les gens, pourquoi tu dois manger tel ou tel truc. C'est pas parce que ton père, la religion et la culture t'a dit de faire ça que tu dois le faire bêtement. Il nous a toujours essayé de nous amener vers le fond des choses. Et c'est le truc où j'étais le plus discipliné, on va dire. Et le Soprano, père de famille, c'est quoi le conseil qui répète sans cesse à ses enfants? Le conseil, à chaque fois, bon, après, vu que je suis pas trop souvent à la maison, le conseil, j'ai pas beaucoup d'autorité. J'essaie de me battre avec ça. Mais le conseil que je leur donne, c'est d'être eux-mêmes le plus possible. Et je me rappelle d'une phrase que j'ai dit à ma fille il y a quelques jours. J'ai dit, tiens, je suis pas le meilleur exemple, mais vivre caché, c'est vivre heureux. Je sais que ton père, lui, il est carrément sous les projecteurs. C'est carrément le contraire de ce que je dis, mais... c'est vraiment mieux de vivre caché, de pouvoir vivre, profiter des instants les plus vrais, on va dire. Soprano, aujourd'hui, c'est un des plus grands vendeurs d'albums en France. En revanche, quelque chose qui contraste totalement avec l'époque, avec la tendance actuelle, Soprano vit caché. Ouais. On verra jamais Soprano dans un 4x4, dans un SUV ou porter des bijoux. J'en ai un, c'est celui-là, c'est le Phoenix. C'est ma belle-mère qui m'a offert ça. C'est parce qu'à la sortie de mon album, elle m'a offert ça. Elle m'a dit, j'espère que ça te porte chance. Sinon, voilà, il y a mon alliance. Ça, c'est un cadeau d'anniversaire de mes enfants. Et ça, comme ils aiment bien se moquer de moi, les Big Flo et Oli, c'est ma première Casio. Je l'ai toujours, elle me donne l'heure. Voilà. Donc, en fait, c'est pas ça. C'est que... C'est ce qu'on dit, ça, plus la montre est chère, plus l'or reste la même. Ouais, l'heure, elle change. Pas mal, celle-là. Non, mais en fait, c'est juste que c'est pas dans mon caractère. Bien sûr, j'aime bien voir les belles voitures, j'aime bien en conduire, mais je suis mal à l'aise, j'arrive pas. Déjà qu'on me voit beaucoup, il y a beaucoup de gens qui me voient tous les soirs. Je préfère, tu vois, de temps en temps, avoir un petit endroit, un petit jardin à moi où je peux être tranquille, prendre du recul sur les choses, reprendre
conscience des vraies choses. Mais Parce on a que des fois, l'impression on que c'est oublie. une des recettes du succès de Soprano chez les jeunes, c'est que plus les générations sont jeunes, plus ils sont de se désintéresser du matériel, Ouais. plus ils ont conscience des enjeux écologiques, plus ils ont envie de consommer moins. C'est ça, je le vois à mes concerts tous les soirs. Parce qu'en plus, moi, dans mes concerts, à chaque fois, je fais un petit message entre chaque morceau pour expliquer un peu le fond de pourquoi j'ai écrit telle ou telle chanson. Et souvent, les jeunes qui viennent me voir en concert, justement, ils sont, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils se sentent responsables de beaucoup de choses, que ce soit des sujets politiques, que ce soit des sujets écologiques, que ce soit des sujets éducatifs. Il y en a beaucoup. Par exemple, quand je fais une chanson comme Fragile, qui parle sur le harcèlement à l'école, je vois les réactions, je vois combien de gens m'en parlent, combien de gens font des exposés à l'école pour pouvoir en parler. Je me dis qu'ils ne sont pas aussi désintéressés qu'on pourrait nous faire croire, quoi. Il y a aussi un morceau qu'on aime énormément chez Click, que je vous conseille d'aller streamer sur les plateformes, ou d'aller acheter si vous avez encore un lecteur CD. Ça s'appelle Challenger, c'est en duo avec Kerry James. le On grand écoute. Kerry. Challenger, challenger, toute ma vie j'ai dû challenger. C'est sur la bande originale du film Banlieusard, C'est ça. disponible sur Netflix grâce aux offres MyCanal. Kerry James était sur notre plateau il y a quelques jours. On écoute Kerry James. Et j'accompagnais mes enfants à la piscine dans le cadre d'une activité scolaire. Et devant cette piscine, il y avait quelques femmes voilées qui, elles aussi, accompagnaient leurs enfants. Et il y a une femme qui est sortie du bâtiment. Et quand elle est sortie du bâtiment, elle s'est tournée vers le groupe de ces femmes voilées qui portaient le voile. Et avec un visage plein de mépris et un visage plein de dégoût, elle a dit à haute voix « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et alors, moi, ça a été plus fort que moi, je lui ai dit « Ça, ce sont des êtres humains. » Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a répondu « Ça, je ne crois pas. » C'est-à-dire qu'elle a nié l'humanité de ces femmes-là. Je voudrais profiter de cette occasion qui me sera peut-être pas donnée ailleurs. Je voudrais leur dire que j'admire leur courage et que je serai toujours avec elles, même si c'est au péril de ma carrière et peut-être même si c'est au péril de ma vie, je vais jusque-là. Soprano, comment vous, est-ce que vous avez pris toutes ces polémiques qui sont en train de polluer la France en ce moment? Ben, c'est ce que je sais. Tous les soirs, j'en parle sur scène. Je dis, mais comment on peut prendre du temps sur... bien sûr, c'est un sujet important, mais on peut avoir du débat. Mais il y a eu des fois où j'allumais la télé, j'entendais des gens dire des choses. Je devenais fou. À chaque fois, j'avais mon instinct, j'avais envie de prendre, poster un truc. Et chaque fois, je me dis, non, c'est leur donner à manger, il ne faut pas leur faire de la pub, faut pas... Et chaque fois, je me retiens. Je me dis, mais moi, ma mère, elle est voilée, elle m'a bien élevé. On entend, on connaît mon message, on connaît ce que j'essaye de promouvoir dans ma musique ou même dans mon comportement. Et pourtant, c'est ma mère qui m'a élevé. Et ça me touche. Parce qu'on prend plus de temps pour parler de ça, alors que quand j'ai vu, il y avait des manifs pour les pompiers avec la police et qui se sont battus, ça, on en a parlé 3 secondes. Alors que c'est un sujet beaucoup plus important dans le fond, parce que pour qu'on en arrive à des pompiers se battre avec des policiers, c'est qu'il y a un gros problème dans la société. C'est pas parce qu'une Comme on femme rappelle aujourd'hui, la majorité du personnel médical est dans la rue pour défendre ses droits. Et voilà, justement, c'est depuis ce matin. Donc je me dis comment on peut prendre du temps à détourner certains sujets de la société qui sont tellement importants, qui sont tellement vitaux. Là, le fait de pouvoir, de toujours appuyer sur le voile, c'est ce qui crée le terrorisme dans la tête des jeunes. C'est ce qui crée comment ça s'appelle, la fissure qu'il y a entre certains jeunes et la société, parce qu'ils se disent « Ah, c'est toujours nous, on est toujours tapés, les musulmans, jeunes de quartier, ah, ma mère, elle a le voile. » Eux, ils se reconnaissent quand ils voient une femme avec le voile, pour eux, c'est leur mère, c'est leur sœur. Donc, ils sont touchés, ils se disent « Mais pourtant, c'est des femmes magnifiques, c'est des femmes extraordinaires, pleines d'humanité, pleines de bonjour, pleines d'amour autour d'elles. Comment on peut toujours leur taper dessus à chaque fois ?» Parce que quand j'étais petit, on parlait du voile aussi. Quand mes enfants étaient pas nés, on parlait encore du voile. C'est toujours le sujet qui revient, et qui revient, et qui revient, alors qu'il y a des sujets beaucoup plus profonds, qui sont beaucoup plus urgents, je pense, qu'on devrait mettre en avant. Il faudrait juste tourner la caméra.
On devrait tourner la caméra, parce que plus tu tournes la caméra de l'autre côté, plus tu crées de la haine et de la division. Et aujourd'hui, on n'en a plus besoin, on n'en veut plus. On veut vivre tranquille, on a vécu des années un peu compliquées. Et on a envie de souffler, de pouvoir sentir qu'on peut vivre ensemble, comme Kerry James le chante depuis tellement d'années. Le vivre ensemble, c'est quelque chose de tellement important. Donc c'est le plus important. Soprano. Ça fait tellement du bien d'entendre ça à la télévision. Merci. Soprano, tu es né dans les quartiers nord de Marseille, il y a 40 ans. Déjà 40 ans. Ouais, je sais. Avant d'inventer des produits de beauté pour ne jamais vieillir. Il ne veut pas dire, mais je sais qu'il a inventé un truc et un délire. Mais ça, c'est un côté comorien, ça. Attention, les Comoriens, quand tu les vois aussi, tu as l'impression que tous, ils sont très jeunes. Émilie, tu veux nous parler de la situation du logement à Marseille. Oui, très compliqué. Oui, parce qu'on s'en souvient, en fait, le 5 novembre 2018, 8 personnes avaient trouvé la mort suite à l'effondrement de 2 immeubles insalubres, rue d'Aubagne, en plein centre-ville de Marseille. Et depuis, en fait, il y a eu 399 bâtiments évacués, 3500 personnes délogées, pour la majorité sans solution de relogement. Il y a un rapport du Haut Comité au logement pour les personnes défavorisées qui précise qu'en fait, avant l'effondrement, il y a eu 1400 signalements d'habitat indignes qui étaient restés sans réponse. Donc le rapport, il pointe clairement la responsabilité et de la mairie et de l'État. Le 9 novembre dernier, il y a eu une marche de la colère. Les Marseillais en ont marre. En fait, en janvier dernier, vous avez signé une lettre ouverte qui dénonçait justement le fait que Marseille soit devenue la capitale de l'indignité. Est-ce que vous avez été entendu ? Je pense qu'on a été entendu parce que, bon, il n'y a pas que moi qu'on a signé, il y a Kenaton, il y a Yam qui a signé, il y a beaucoup d'autres artistes aussi. Mais il y a eu tellement de polémiques parce que justement cette tribune fait polémique parce que justement moi par exemple qui fait tout pour ne pas être mélangé à la politique, avoir signé ce truc-là, à Marseille on me disait mais Soprano il est pas dans la politique, il vient de signer ça. Oui, c'était pour vous dire que là quand même il y a des gens qui sont morts. Là, on s'en fout. Là, il va falloir bouger. Voilà, là, on arrête de rigoler, on arrête de... Là, il y a des gens qui sont morts. Et le pire, c'est que c'est pas depuis hier qu'il y a des bâtiments qui sont insalubres à Marseille. Vous allez dans des quartiers comme le parc Bellevue, Félix Piat, il y a des gens, ils vivent dans des conditions, tu deviens fou. C'est pas possible de ne pas... de fermer les yeux sur ça. Mais je trouve que l'endroit où on pouvait plus montrer le soutien pour ces familles, c'était de signer cette tribune qui on savait qu'elle allait faire polémique, mais qui allait faire réagir et qui allait montrer que, ben voilà, on prend le risque. En tout cas, on leur envoie tout notre soutien et toute notre solidarité ce soir dans Click. Soprano est dans Click et on va accueillir quelqu'un qui a connu ce qu'on appelle l'âge d'or du hip-hop. Il a grandi avec cette culture, il nous raconte son histoire à travers ce livre que je vous conseille, ça s'appelle Time Bomb et son auteur Kamal Osman est dans Click. Bienvenue. Merci. Et bravo. Merci beaucoup. Bravo pour le livre. Time Bomb est disponible aux éditions Albin Michel. C'est une autobiographie. On va regarder le teaser du livre. Aujourd'hui, mon père a tenté de me tuer. J'ai quelques jours et ma mère rentre de la maternité. Je suis frêle, pas vraiment beau, comme la plupart des nouveau-nés, tu me dirais si tu étais honnête. Ce taré prend un miroir dans la salle de bain et le brise aussi fort qu'il peut sur mon crâne de nouveau-né encore mou. Je suis dans les bras de ma mère et elle n'en revient pas. La violence est au moins autant psychologique que physique. Le compte à rebours est lancé. Voici mes premières heures sur Terre. Installe-toi confortablement, je vais te raconter mon histoire. Time Bomb. Time Bomb pour notre génération, c'est un nom magique. On l'a entendu dans le teaser du livre. Vous êtes âgé de quelques jours seulement lorsque votre père, fou de rage, vous brise un miroir sur la tête. Il quitte votre mère, vous restez dans un 12 mètres carrés et vous dites « Hello la vie, welcome ». C'est ça. Comment est-ce que vous vous souvenez de ça ? Ma mère me l'a raconté. Ouais. Ma mère me l'a raconté quand j'étais donc plus âgé. Parce que quand on rentre dans l'adolescence, même un peu avant, on se pose plein de questions sur notre papa, pourquoi il n'est pas là. Je suis issu d'une famille monoparentale, donc je lui ai demandé, et puis elle m'a raconté ça. Et donc ça, comment dire, nous construit de manière un peu étrange. Voilà, quand on se compare à ses camarades qui, eux, vivent avec papa et maman, nous, savoir que, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, qu'il a voulu en finir avec ma vie, ça construit de manière un peu étrange, je trouve. Ensuite, vous avez connu les familles d'accueil, ouais, c'est ça. les placements. Ouais. Et ensuite, vous avez trouvé une autre famille d'accueil
grâce à la culture, grâce au hip-hop. Ouais, c'est Cette ça. famille d'accueil, c'est Time Bomb. Ouais. Soprano, est-ce que vous pouvez présenter le collectif Time Bomb? Les génies des années 90, on va dire ça comme ça. C'est une nouvelle génération de rappeurs qui sont arrivés avec du texte, du flow, de la technique, des punchlines, des rimes, une puissance lyricale et une puissance derrière, parce que la plupart des artistes qui étaient dans ce collectif, ils ont inspiré tous les autres artistes qui ont arrivé. Ils ont changé carrément le rap à cette On le période. rappelle, il y a eu Oxmo Puccino, il y a eu Booba, le groupe Lunatic, Diable Rouge, les X-Men. Oxmo. Vous aviez 14 ans quand vous êtes arrivé là-dedans. Ouais, alors, avec mon frère, qui est dans le public, on s'appelait Ouais. Jedi. Et ouais, en fait, c'était une rencontre qui m'a, je l'explique dans le livre, sauvé la vie. Parce que, comme tu l'expliquais, famille d'accueil, puis en plus, on a passé les débuts de la scolarité que je trouvais hyper violent. Et quand je rencontre le hip-hop avec mon frère, d'un coup, on a un endroit où se réfugier. Et donc, on y passe des heures et des heures, et on se met à écrire. Et quand je rencontre Il, donc des X-Men, d'un coup, j'apprends encore un autre niveau d'écriture, parce que lui, il a une manière de décortiquer la musique comme C'est personne. un génie vivant, si vous ne C'était un connaissez grand- pas. ouais. Allez écouter les X-Men. Les X-Men, c'était Il vraiment dit. exceptionnel. Et donc je voulais, en fait, à travers ce livre-là, expliquer l'envers du décor de tout ce que Time Bomb a provoqué. Moi, après, j'ai créé une boîte de prod, et pas mal d'artistes actuels me disaient « Non, mais s'il te plaît, raconte-nous comment vous écrivez tel morceau, ça m'a traumatisé. » Mais à force, comme on le répète, je me suis dit « Bon, je vais écrire un bouquin, et puis tout ça sera Et ce expliqué. bouquin, vraiment, je vous le conseille, il s'appelle Time Bomb. Time Bomb, à l'époque, c'était un truc qui concernait vraiment notre génération, nous, les quarantenaires. Oh là, on est vieux. C'est dingue, c'est dingue. Et- Mais ça se voit pas, parce que comme le disait Soprano, nous, les Comoriens, on a un petit secret. C'est ça. Ouais, on a un petit secret. On Ça se voit pas. C'est comme les Namecs. et à l'époque, Time Bomb, c'était vraiment, on se passait les cassettes sous le manteau, et les médias se sont rendus compte que c'était extrêmement important le 5 février 97, quand la FNAC avait organisé un concert gratuit à la FNAC des Ternes. Regardez, c'était dans les JT. Ils étaient environ 500 venus écouter leur groupe de rap favori. Concert gratuit, salle archi-comble, ambiance surchauffée. Vers 17h, le personnel préfère annuler pour éviter tout débordement. Cris, colère, les jeunes se mettent alors à tout casser. Les jeunes, ils commençaient à monter sur la scène, à casser tout, à crier. Alors le groupe, il est parti. Après, ils ont tout cassé. Ils ont cassé les baffes, ils ont volé des cassettes vidéo, ils ont même frappé des mecs de la FNAC. Alors j'ai frappé ma 23, j'ai frappé personne. mais ouais. C'est raconté dans le livre. Ouais, c'est raconté dans le bouquin. En fait, nous, on se rendait pas bien compte. Tu sais, c'est une époque où le rap n'était pas aussi présent, médiatisé qu'aujourd'hui. Et nous, on passait essentiellement sur Génération. On n'avait pas du tout de contact avec le public, juste on écrivait dans notre coin et puis on essayait de révolutionner notre domaine. Et Marc Génération à l'époque nous dit venez, on va faire un showcase à la FNAC. Et c'est finalement le premier contact qu'on a avec le public. Et là, la il se première passe ce qui fois se passe. qu'on voit l'équipe Time Bomb à la télévision, c'était dans l'émission Captain Café. On regarde un classique du rap français, Lunatic, le Crime Paix 1997. Ici, chacun avance selon ses moyens. Une grosse capuche recouvre ma tête grillée. Pour 2 ou 3 billets, le chrome je fais briller. Danger. Le lunatique fils tire les déguises. T'as pas besoin de dessin, pas besoin d'une putain d'esquisse. Frappe. Les mères poils comme mon garde à vue, enlève tes lacets. Tes chaussures, jean, ton pull. ton bracelet. Le pays fait tomber les liasses, quelle que soit la raison. Souvent la C'est fou parce que juste revoir ça, ça nous met une émotion de dingue en fait. Ouais. Vu tout ce qu'ils ont apporté, et la manière dont c'est rentré dans nos cœurs, même après 30 ans, 50 ans, je pense qu'on aura toujours le même sentiment, quoi. En ce moment, cette semaine, on parle du malaise étudiant, on en parle énormément. Vous racontez une partie dans vos études où vous dites quelque chose qu'on dit très peu, c'est la vie de quelqu'un qui est obligé de dealer pendant qu'il étudie. Ouais. Et avec l'argent du deal, produire. Ouais. Alors en fait, c'est peut-être un peu plus profond comme malaise, c'est que j'explique que dès mon arrivée sur Terre, enfin dès l'enfance, il se passe tellement de choses dans ma vie parce que je comprends bien que ma situation elle est différente de celle de mes camarades. Et donc en fait, tout ça crée des envies, des trop fortes envies dès la primaire, dès le collège. Je comprends que je parle pas avec les mêmes cartes. Et c'est une espèce de déclic qui a vu finalement cette bombe exploser des années plus tard. Quand j'arrive à la fac, cette envie ne me quitte pas en fait. Et
Et c'est surtout ça que je vais expliquer, c'est que... Parce que c'est pas fait de manière putassière, c'est pas sensationnel dans ce livre. Non. Vous faites le lien avec un sociologue, Didier Héribon, qui parle de honte sociale. Ouais, complètement. Et Didier Héribon nous expliquait sur ce plateau la honte sociale. La honte sociale, c'est quand on a changé de milieu, de ne pas assumer le milieu d'où l'on vient. C'est-à-dire, pour ce qui me concerne, le milieu ouvrier, très pauvre, me retrouver dans les milieux, disons, de la bourgeoisie, installe une distance entre mon milieu d'origine et moi, et cette distance, elle est vraiment très souvent difficile à vivre, parce qu'on est chez soi, ni dans le nouveau milieu où on est arrivé, ni dans le milieu d'où l'on vient et où il est difficile de retourner. Je vous pose la question à tous les deux. Dans quel milieu vous vous sentez bien ? Parce que vous la connaissez tous les deux, cette honte sociale et ce trajet social. Je crois qu'on crée un nouveau milieu. C'est ce que j'allais dire. Ouais, on devient de nouvelles personnes. Dans le bouquin, je nous appelle les hybrides. On n'habite plus là où on a grandi et on vit là où on n'a jamais grandi. Et donc finalement, quand on rencontre d'autres personnes qui ont le même parcours que nous, eh ben, la connexion se fait assez simplement. Je pense que c'est aussi pour ça que quand on se voit, on est très content. Toutes les personnes qui, comme ça, ont su transcender leur réalité sociale, eh ben, on se retrouve quelque part. En tout cas, je vous conseille Time Bomb de Kamal Haussmann. C'est la première fois qu'on a 2 Comoriens en même temps sur ce plateau. C'est exceptionnel. Camille. Oui, pour situer, d'abord, on va voir où est l'archipel des Comores. C'est au sud-est, en Afrique. Il y a 4 îles. Les 3 au nord forment donc l'Union des Comores. Et la 4e, c'est Mayotte, département français. 70 km les séparent. Et fin octobre, Emmanuel Macron, le président de la République, était sur ce petit bout de France. Et il a annoncé l'expulsion de 25 000 clandestins d'ici à la fin de l'année. Pour bien comprendre, Mayotte, c'est un cas assez unique en France. Selon l'INSEE, sur les 260 000 habitants, près de la moitié sont de nationalité étrangère. Et là, 95% de ces personnes sont des Comoriens. C'est un des États les plus pauvres du monde. Et pour fuir justement cette pauvreté, les Comoriens utilisent des petites embarcations pour rejoindre Mayotte, toujours au péril de leur vie. Depuis plusieurs années, des milliers de personnes sont mortes pendant ces traversées. Il y a 2 ans, Emmanuel Macron a parlé de ces bateaux de fortune, les Kwassa, avec des mots qui ont fait polémique à l'époque. Écoutez. Kwassa. Ah non, c'est en Mayotte, les Kwassa. Pour les dents, vous êtes un connaisseur. Mais le Kwassa pêche peu. Il amène du Comorien. C'est différent. Oui, il amène du comorien, c'est difficile de faire plus méprisant. Soprano, avec votre fondation, vous aidez justement les Comoriens. Comment vous réagissez quand vous entendez le président de la République qui dit justement vouloir expulser 25 000 personnes, dont forcément beaucoup seront des Comoriens ? Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas trop dans la politique. La seule fois où j'ai fait un post, parce que j'étais énervé par rapport à la politique, c'était quand il avait parlé des Kwassa. Ouais. Là, j'ai dit non, je fais un post. Et j'avais dit, Monsieur le Président, il y a des gens qui sont morts. On rigole pas avec la vie des gens. Il y a des gens qui se sont sauvés et qui sont morts. Ça veut dire qu'ils savaient que peut-être qu'ils n'allaient pas arriver à Mayotte. Ils se sont dit, je tente quand même parce que j'en peux plus. Donc on rigole pas avec ce genre de sujet. Et c'est vrai que quand moi j'ai commencé à monter ma fondation, ça fait 4-5 ans, la première chose qui m'a choqué quand je suis arrivé aux Comores, c'est que j'ai fait beaucoup de tournées en Afrique. J'ai vu la Côte d'Ivoire, j'ai vu des magasins, j'ai vu plein de trucs, j'ai vu des McDo, et j'arrive aux Comores, dans le pays de mes parents, et je vois que les Comores font partie vraiment du tiers-monde. Et là, je suis choqué parce que je me dis, waouh, c'est là où mes parents ont grandi, c'est là où mes parents grandissent, et vivent, parce qu'ils y vivent encore. Je me dis, je ne peux pas laisser comme ça. Je vais voir les hôpitaux, je vais voir les écoles, et je vois la catastrophe, l'hygiène et tout ça. Et donc, du coup, j'ai commencé à me dire que je vais monter une fondation pour me concentrer que sur le médical et sur l'éducation là-bas, parce que l'éducation, c'est l'avenir du pays. Et le médical, c'est la survie, tout simplement. Juste, on envoie tous les ans des ambulances avec plein de matériel médical. On envoie quand je fais par exemple des pubs, quand on me voit à la télé, on voit des pubs, les gens ils disent « Waouh, il doit être riche, Soprano, on regarde les pubs ». Non, les pubs, c'est pour pouvoir payer la fondation. Comme ça, je ne demande pas de donation. Le plus important, c'est de pouvoir faire les choses, pas de crier à chaque fois qu'il faut faire les choses. À un moment donné, on l'a fait, maintenant, il faut le faire. Donc, c'est pour ça que j'ai monté ma fondation. En tout cas, on pense très fort aux Comoriens qui nous regardent. Et un Comorien en particulier, c'est Rof. Oui. On pense à lui. Time Bomb, disponible. Merci beaucoup. Merci à toi. Et vraiment, merci. Il faut absolument lire ce livre. Si vous écoutez du rap, si votre enfant écoute du rap, il faut absolument comprendre l'histoire du rap. Et une grande partie de l'histoire est là grâce à un grand monsieur du rap. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu.